n'y a pas une technique qui va aider en fait. Ça, c'est aussi le leurre dans le cas de l'anxiété, c'est que s'il y a de l'anxiété, il y a beaucoup de mouvements. S'il y a beaucoup de mouvements, il y a aussi certainement quelque chose qui crée ce beaucoup de mouvements. Et ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans l'hygiène de vie, mais ça peut aussi être dans un schéma de pensée en quelque sorte qui est sous-jacent, qui est là depuis très longtemps et qui crée une chaîne de émotions, pensée, émotion, pensée, émotion, pensée. Et on s'est un peu habitué à ça finalement. Donc l'anxiété, c'est un peu le dessus de l'iceberg. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Dans cet épisode, je reçois Delphine Barter, une thérapeute holistique que j'adore. Très ancrée dans la culture ayurvédique, Delphine nous donne des conseils pour revenir au calme quand on a de l'anxiété. Elle nous parle des changements à apporter à son mode de vie pour suivre davantage les rythmes de la nature. Et elle nous partage pourquoi c'est si important de créer sa maison à l'intérieur de soi pour y trouver le bonheur. J'ai hâte que tu te plonges dans cette discussion passionnante de celles qui font du bien et qui nous rappellent ce qui est important. Bienvenue Delphine, je suis hyper heureuse de t'avoir avec moi pour cet épisode de podcast. J'ai hâte d'apprendre de toi, c'est génial. Tu sais, dans le podcast, j'ai vraiment cette intention de me dire « Oh, j'adorerais parler avec Delphine, par exemple, et pourquoi pas partager notre conversation au public, parce qu'il y aura certainement des pépites. » Et donc, c'est un peu vraiment l'idée du podcast, de pouvoir donner des outils aux personnes. Donc, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Et donc, je vais te poser une première question. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, quelles sont tes pratiques ? Je sais que tu pratiques l'Ayurveda, entre autres, il y a plein de choses que tu fais. Comment toutes ces pratiques, elles sont arrivées à toi ? Comment toi, t'es arrivée à ces pratiques ? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et sur toi ? Alors avant tout, merci Camille, merci de m'avoir invitée. Et je suis ravie qu'on échange toutes les deux, voilà, simplement. Et du coup, pour parler de l'Ayurveda, je suis pas venue directement, en fait, ça a été tout un parcours. J'ai commencé par les techniques de respiration, la méditation. Et de façon assez franche, j'y suis allée directement. Et puis l'Ayurveda n'est pas venu dans le sens où je cherchais aussi à me guérir. J'avais une maladie tropicale il y a 11 ans. Et du coup, voilà, j'avais cherché au travers des techniques de respiration et puis de l'alimentation. Et finalement, l'Ayurveda m'a pas aidée du tout au départ. Donc je m'y étais mal prise peut-être, ou en tout cas, les docteurs avaient pas peut-être trouvé exactement ce qu'il fallait. Et c'est vraiment de fil en aiguille, après avoir trouvé les bons docteurs et après avoir compris un peu mieux comment l'Ayurveda fonctionnait, que j'ai trouvé un intérêt et que j'ai voulu aller plus loin. Donc ça m'a demandé d'aller par des chemins un peu de traverse pour comprendre l'Ayurveda au-delà de ce qu'on montre en fait dans les livres, etc. Trouver ma façon de le comprendre à moi en fait. Et du coup voilà, c'est comme ça que j'y suis arrivée. J'ai accompagné des gens aussi en Inde, donc au début je faisais venir des gens en Panchakarma, j'habitais dans un ashram et c'était vraiment une façon de rendre l'expérience un peu plus globale avec par exemple des stages de silence ou des méditations, des cours de yoga, etc. De rendre l'expérience un peu plus étalée et aussi d'avoir un contact sur place parce que les panchakarma, tout le monde est pas apte à en faire en fait. Les panchakarma, c'est des cures ayurvédiques. Et voilà, donc c'était un premier apport pour voir aussi si c'était possible d'en faire une avec le docteur. On avait ce genre de choses. Mais ça, quand je t'en parle, on dirait que c'était il y a une autre vie. C'était avant le confinement. Oui, je pense qu'on a tous et toutes un peu cette impression-là, hein, qu'il y a un avant et un après. Ouais. Magnifique. Ouais, la guérison, elle est pas linéaire souvent. Et justement, pour les personnes qui nous écoutent, et je voulais te poser cette question sur l'anxiété, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui, voilà, sont aux prises avec cette anxiété. Qu'est-ce que dit l'Ayurveda sur l'anxiété ? Est-ce qu'un panchakarma, par exemple, ça peut être indiqué dans ces conditions-là? Comment tu vois un peu la chose, toi ? Ouais. Alors en Ayurveda, on dit que c'est un déséquilibre lié à Vata.
En Ayurveda, on parle de Vata, des doshas, en fait, de Vata, Pitta, Kapha, entre autres, parmi plein d'autres niveaux de compréhension. Et Vata, c'est les éléments de l'air et de l'éther. Et Vata, donc, c'est un excès de mouvement, en quelque sorte, dans le système. Donc, ça veut dire que ce dosha-là, qui est censé être dans son siège, dans sa maison de la région pelvienne, généralement, en tout cas la plus forte concentration de Vata, il est sorti de son siège par excès de mouvement et il est parti encore plus loin jusqu'à se loger dans le système nerveux. Et par exemple, une pensée finalement qui ne trouve pas la voie de sortie, ça crée un excès de mouvement et c'est un peu ça le symbole de l'anxiété en quelque sorte. Donc on va le traiter par cette voie. Et le panchakarma, c'est pas nécessairement la solution. Ça peut être les massages, bien entendu, mais par contre, panchakarma, c'est quand même des méthodes de détox, de nettoyage plus. Quelqu'un qui vient pour de l'anxiété, il y a des chances qu'on lui propose des techniques un peu plus tranquilles et destinées à retrouver justement la stabilité et l'ancrage. Donc, particulièrement avec les massages du sang, on peut le faire ici. Génial. Donc c'est accessible. Donc justement, ma question, c'était celle-là quand tu as dit, c'est des pensées qui restent bloquées. Ouais. Comment on fait sortir, justement? Ou on fait sortir ou en fait, on doit ramener vers le bas, finalement. On doit ramener dans cette région pelvienne. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on peut faire, du coup? Alors, c'est pas ramener directement, c'est plutôt, tu vois, quand par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'anxiété, on lui demande de méditer, c'est pas évident. Parce que cette agitation... Non, c'est trop dur. C'est trop dur, voilà. Donc, c'est trop dur. Donc, il y a des méthodes, il y a des moyens de trouver la porte de sortie petit à petit. Et quand je dis la porte de sortie, c'est plutôt l'ancrage, en quelque sorte. Retrouver un sas, en fait. Et du coup, ça va passer par exemple, l'huile. Quand je te parlais des massages, c'est vraiment l'antidote, l'huile de Vata. Particulièrement l'huile de sésame. Donc ça, on peut le faire soi-même, on peut le faire tout seul à la maison. On appelle ça des auto-abhyanga, des automassages. Et on le fait le matin. Il y a tout un protocole. Donc c'est pas juste mettre de l'huile pour hydrater, c'est vraiment un protocole ayurvédique qu'on peut faire même avec des huiles médicinales et qui vont permettre de renvoyer ce vata en quelque sorte dans sa zone et puis de calmer le système nerveux. Donc il y a l'huile, les massages qu'on peut faire tous les jours, ça dépend bien sûr des personnes, de l'état digestif. Et puis ce que tu fais aussi, le breathwork, les techniques de respiration. Certaines techniques de respiration qui vont vraiment calmer aussi parce que c'est souvent multifactoriel en fait. L'excès de mouvement, il n'est pas juste lié à des pensées, il est aussi lié à peut-être un trauma, peut-être l'agitation de notre système, de notre rythme de vie. De façon générale, on est un peu tous, dans nos sociétés modernes, déséquilibrés en vata, parce qu'il y a des sollicitations extérieures en permanence, ne serait-ce que de regarder les panneaux publicitaires, d'être tout le temps sollicité en fait au travers de nos sens, partout. Ça crée un mouvement excessif. Au travail, on va nous demander beaucoup de choses. Nous-mêmes, on va se demander beaucoup de choses. C'est vraiment... si on regarde les sociétés traditionnelles, on fonctionne à l'opposé, en fait. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de calme, il y a trop de sollicitations, il n'y a pas non plus cet alignement avec les rythmes naturels. En fin de compte, tout le soir, on pose. À partir de 18h, on commence à calmer le système nerveux. On se couche tôt, etc. On regarde des films à la place, on a les lumières tout allumées, etc. Donc c'est vraiment quand même... en Ayurveda, on va travailler sur tous les aspects, sur l'alimentation, l'hygiène de vie, etc. Ouais, on a plus de ce sens de la communauté aussi, cette connexion et cette réciprocité qui est tellement importante pour le système nerveux. Tu disais sur le massage, ça dépend de l'état digestif. Une petite question là-dessus, on sait qu'on parle beaucoup de l'intestin comme deuxième cerveau, voilà, qu'il y a énormément de neurones, on sait maintenant dans l'intestin aussi. Est-ce qu'en Ayurveda, on fait un lien entre... j'ai envie de dire le mental et le digestif. Comment est-ce que vous travaillez avec le digestif? Comment tu travailles toi avec le digestif, par exemple, avec cette sphère-là? On appelle ça le feu digestif, en fait. Ça veut dire que, quelles que soient les expériences qu'on vit, qu'elles soient digestives ou émotionnelles, etc., eh bien, elles doivent passer par un certain feu qui doit être suffisamment fort pour pouvoir digérer ces expériences-là. Et donc, dans le cas de tout rééquilibrage, et même quand on met de l'huile sur le corps, elle doit aussi passer par le système digestif. Autrement, ça devient toxique, en fait.
et où ça s'accumule en quelque sorte. Donc c'est le système digestif, on le regarde plus sous cette forme-là en fait. En Ayurveda, on va pas regarder au niveau moléculaire, on va regarder plutôt au niveau des éléments, au niveau de ces facteurs-là en fait, de la circulation, etc. Et donc ce feu digestif, il est très très lié à l'anxiété parce que s'il y a un déséquilibre en vata, il y a généralement aussi un feu digestif qu'il faut retravailler qui est plutôt faible. Donc dans ce cas-là, ça veut dire manger des aliments qui sont plutôt chaud, le système digestif, en tout cas le climat de nos intestins selon l'Ayurveda, il est chaud et humide. Dans le discours du deuxième cerveau, c'est plus le climat en fait. Et chaud et humide, ça veut dire qu'on va respecter ce climat comme une forêt tropicale. On va pas lui envoyer du froid, du sec, etc. Autrement, ça dérègle le climat intérieur, qui est plutôt lié au climat des probiotiques par exemple. Et donc, ça veut dire manger des aliments chauds, ça veut dire boire chaud. De la même manière, les massages, les automassages, c'est avec de l'huile chaude. Donc, respecter ce climat. La chaleur, ça va ancrer de la même manière. Donc, imagine de l'air, en fait. Imagine un sèche-cheveux qui est trop fort ou un sèche-cheveux qui est tranquille. En fait, le vata, c'est ça. Il est censé être tranquille et dans la région pelvienne. Au plus il s'accélère, au plus il dessèche. Et du coup, ça agit plus loin sur le système nerveux. Et même sur les articulations, tout le reste, en fait. Donc on va manger chaud, on va regarder au niveau de certains aliments aussi, qui vont permettre de ramener cette chaleur et cette humidité en quelque sorte. Et toujours penser à des bons gras et des bonnes épices pour retrouver cette chaleur. Et ça améliore le système digestif en renforçant le feu digestif. Voilà. Sur tes réseaux, peut-être que toi, tu as un blog ou quelque chose, on peut trouver des recettes, ou si on tape Ayurveda, recette Vata, comment est-ce qu'on peut trouver un peu ce qu'on peut manger, justement? Oui. Alors, il y a la diète Vata, donc ça veut dire qu'il y a certains aliments qu'on peut trouver qui sont favorables, d'autres défavorables. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une grande différence entre la patate douce cuite et un brocoli. Un brocoli, il aura cette tendance sèche, la patate douce, elle aura cette tendance humide. Donc, pour calmer le vata, on va passer sur quelque chose d'humide. C'est important quand même de comprendre comment les doshas fonctionnent, comment l'Ayurveda fonctionne si on veut soi-même se diriger vers une diète qui est appropriée. Parce que si par exemple on a trop de vata, qu'on mange directement énormément de produits qui sont comme de la patate douce, etc., et un très faible feu digestif, ça va pas marcher. donc tout ça vient aussi avec plusieurs autres facteurs à prendre en compte. Là, c'est plutôt, je dresse un tableau général, mais c'est ce que je te disais, par exemple, selon les personnes, on va conseiller de l'huile tous les jours, un automassage tous les jours, par exemple. Pour d'autres, le feu digestif est trop faible, donc on va y aller plus doucement, etc. Donc c'est quand même assez individuel aussi. Ouais, et c'est très rigolo, enfin, pas rigolo, mais moi, la grille de lecture de l'Ayurveda, elle m'a toujours tellement parlé, parce que par exemple, tu vois, on parle beaucoup de, voilà, en naturopathie, je sais pas, du cru, pour avoir tous les nutriments, etc. Et un peu intuitivement, on se dit, bon, bah ok, si je mange plein de légumes, que je mange du cru, il y a plein de fibres, au niveau du transit, ça devrait aller bien, par exemple. Et moi, bon, désolé, on va parler pipi caca, guys, hein, mais si je mange plein de cru, je suis constipée, ça me va pas du tout, tu vois. Alors que finalement, si je regarde juste d'un point de vue peut-être un peu, je sais pas, scientifique ou naturopathique ou j'en sais rien, ça devrait être l'inverse. Mais et du coup, je trouve que, enfin, pour moi, la grille de lecture de l'Ayurveda, elle m'a toujours tellement plus parlé. Et ça a du sens pour moi, c'est ce concept de climat et de température. Et ouais, donc et je vois que naturellement, je vais aussi beaucoup plus vers du chaud, quoi. J'aime boire chaud, du latte. Le matin, j'arrive pas du tout à boire plus froid que tiède. Enfin, ouais, je vois vraiment ça en moi aussi, donc c'est super intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut, si on continue un peu dans ce tableau général, qu'est-ce qu'on peut amener en termes de changement du mode de vie? Par exemple, si je prends des moments un petit peu charnières comme ça, comme le matin ou le soir, est-ce que toi, il y a des petites pratiques que tu recommandes? Donc, t'as dit un peu le massage, mais voilà, je sais pas, peut-être le verre d'eau tiède le matin. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que ça fait, ce genre de choses? On coupe les écrans le soir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour déjà, voilà, dans nos vies, changer un peu? Carrément. Et c'est super intéressant ce que tu disais avant parce que ça rejoint les rythmes naturels. Finalement, l'Ayurveda, c'est rien d'autre que l'alignement avec les rythmes de la nature et les rythmes à l'intérieur de nous. Donc c'est une science qui a été téléchargée. Donc elle n'a pas été basée sur des études, etc. C'est vraiment la science de la nature en quelque sorte. Donc forcément,
Tu fais des choses instinctivement et ça vient de l'Ayurveda parce que c'est issu de là. Donc, par exemple, le matin, t'as pas envie de prendre quelque chose qui est froid ou au-delà de tiède, en fait, parce que justement, ce feu digestif, il est encore tout faible. Le matin, tu te réveilles, c'est comme si tu regardes dans la nature, elle se réveille tout doucement. Petit à petit, il y a encore cette tendresse, cette douceur dans la nature. C'est pas comme à midi, par exemple, où on sent beaucoup plus de feu. Donc tout ça, c'est parce que notre système digestif, il est lié au rythme du soleil. C'est ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Et donc ça veut dire que le matin, on se réveille tranquillement, on va pas surcharger et déjeuner comme un roi. On va plutôt déjeuner tranquillement et chaud surtout, respecter ce climat chaud et humide des intestins et permettre du coup au corps, au système digestif en tout cas, de se réveiller naturellement jusqu'à midi où on mange le plus gros repas. Donc ça, c'est des choses que tout le monde peut faire euh, pour déjà retrouver les rythmes. Parce que Vata, ce qu'il adore, c'est la routine, en tout cas pour se calmer. Au plus on voyage, au plus on fait des choses différentes, au plus... Vata, il s'est aussi énormément déséquilibré dans notre système à cause de l'excès de mouvement dans notre travail, l'excès de changement, l'excès de mouvement dans nos voyages. Et du coup, la routine, même si on a un mouvement à l'extérieur, c'est-à-dire on ne peut pas s'empêcher d'avoir un déplacement, etc., on peut quand même garder une routine au niveau alimentaire, au niveau de certaines pratiques spirituelles, par exemple, qu'on peut faire le matin. Donc le matin, idéalement, on peut utiliser ces rythmes de la nature pour retrouver cet équilibre. En fait, c'est comme si cet excès de mouvement, ça crée une insécurité et qu'on rappelait au système, non, c'est bon, tu peux compter sur moi, je gère, je vais te proposer le matin, on fait ça, le midi, on mange à telle heure et le soir, on se couche à telle heure. Et donc, du coup, le système peut se relâcher et se sentir en sécurité en quelque sorte. C'est un peu ça qui se passe. Donc, le midi, on va manger le plus gros repas, comme je te disais, le soir, euh, ralentir le rythme pour vraiment profiter du système parasympathique et qu'on aille se coucher suffisamment tôt, en fait. Le sommeil, il n'y a rien de plus... Il n'y a rien qui ancre plus que le sommeil. C'est super intéressant ce que tu dis, ça me fait une transition parfaite vers le système nerveux dont je voulais parler. Tu parlais du système nerveux parasympathique. Comment tu travailles, toi, avec le système nerveux dans ta pratique? Je sais que tu proposes des soins autour de la colonne aussi, donc c'est super. On sait que la santé de la colonne vertébrale, c'est hyper important. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, peut-être? Ouais, en Ayurveda, comment tu travailles avec le système nerveux? C'est quoi, là, les soins que tu fais avec la colonne vertébrale, si tu peux nous parler un peu de ça? Alors ça, c'est autre chose. Les soins que je propose, les soins ayurvédiques que je propose, ils vont aider à relancer le système. En fait, ils vont aider à relancer les fluides dans le système, à retrouver un équilibre. Et si tu veux, c'est plus l'idée de... C'est des points, en fait, des points énergétiques qu'on stimule et qui permettent de relancer cette circulation. Et une fois que le système a trouvé la route, en fait, et une forme de sécurité, en quelque sorte, ce dont je te parlais tout à l'heure, bah, il peut relancer l'homéostasie, finalement. C'est ça qui se passe, on se guérit toujours soi-même. Donc, dans le cas de l'anxiété, c'est quand même hyper important de retrouver cette routine, de retrouver ces rythmes. Donc, les soins, c'est encore autre chose. On ne va pas travailler directement sur le système nerveux. Ça va travailler de façon globale, en quelque sorte. Et le lien avec la colonne vertébrale, il y a toujours un lien, en fait. L'énergie circule le long de la colonne. Donc, quand on a de l'anxiété de façon générale, il y a quand même une agitation à un certain niveau. Peut-être au niveau des émotions, au niveau, je te parlais au début, d'un trauma, par exemple. Et donc, évidemment, relancer l'énergie dans la colonne, conscientiser ce qui se passe au niveau des chakras, méditer, faire du yoga, des techniques de respiration, tout ça, ça va aider puisqu'on vient à la source, en quelque sorte, de l'anxiété qui est plutôt souvent liée à la peur. Ouais, l'anxiété, c'est vraiment, ça nous permet de vérifier nos pires suppositions, hein, finalement. Ouais. Presque intuitivement, on sait qu'on a besoin de s'ancrer, de ralentir, de rester plus dans le silence, mais c'est des choses tellement difficiles parfois au début ou quand Oui. on est au début de son chemin de guérison. C'est presque comme si notre corps, il nous poussait en avant, tu sais. Et puis, c'est ce que tu disais, dans la société, on est tellement encouragé à ça, finalement, c'est de tous les côtés, le mail, le téléphone, il y en a partout. Qu'est-ce que tu conseilles? Moi, d'un point de vue système nerveux un peu pur, souvent je dis aux personnes décharger l'énergie sympathique avant, par exemple, aller marcher ou même aller courir à la limite, décharger un petit peu l'énergie ou pousser les mains contre un mur, décharger un peu l'énergie, puis après essayer de vous mettre plus au calme et vous verrez, souvent, voilà, c'est un peu déchargé, ça va mieux. Mais
Qu'est-ce que toi tu conseilles pour quelqu'un qui veut commencer justement à s'ancrer, à ralentir, mais qui dit moi c'est impossible, je peux pas rester en méditation. Quand je suis sur mon tapis de yoga, j'ai la tête qui part, je suis complètement ailleurs, je suis pas sur le tapis, j'entends souvent ça. Comment on peut faire pour revenir dans le corps? Oui, c'est vrai qu'on aurait du mal à méditer d'un coup en fait. Donc quand on parle de yoga, ça peut être aussi, ça inclut plusieurs postures. Normalement, dans le cas de l'anxiété, le yoga marche bien. Euh, Par contre, évidemment, il faut une certaine régularité et c'est une science holistique, donc il y a aussi l'hygiène de vie. Le yoga, il ne se fait pas tout seul. Si on mange n'importe quoi à côté, ça va quand même maintenir le déséquilibre. Donc, un truc tout bête, ça peut être, voilà, je te parlais du système parasympathique et de ce sas le soir, en quelque sorte, de, de, de retrouver le calme à partir de 6 heures, en fait, de vraiment retrouver ces sas. Euh, Ça veut dire, par exemple, en arrêtant de travailler, le soir, on éteint les feux, en quelque sorte. À partir du moment où le soleil commence à affaiblir, on éteint nous aussi cette agitation, en quelque sorte. Et ça peut passer par une méditation quand on rentre, un yoga nidra. Si c'est pas possible, faire quelques mouvements de, de yoga, de respiration, de pranayama. Il y a le Sudarshan Kriya qui marche très bien dans le cas de l'anxiété, technique de respiration du Sudarshan Kriya. Se masser les pieds avec de l'huile essentielle de lavande, manger tôt. C'est pour ça, c'est pas quelque chose, il n'y a pas une technique qui va aider en fait. Ça, c'est aussi le leurre dans le cas de l'anxiété, c'est que s'il y a de l'anxiété, il y a beaucoup de mouvements. S'il y a beaucoup de mouvements, il y a aussi certainement quelque chose qui crée ce beaucoup de mouvements. Et ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans l'hygiène de vie, mais ça peut aussi être dans un schéma de pensée en quelque sorte qui est sous-jacent, qui est là depuis très longtemps et qui crée une chaîne de émotions, pensée, émotion, pensée, émotion, pensée. Et on s'est un peu habitué à ça finalement. Donc l'anxiété, c'est un peu le dessus de l'iceberg. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est évidemment commencer par les exercices des yeux, les mouvements des yeux, les mouvements oculaires, ça aide énormément. Le yoga des yeux, par exemple, ça va calmer aussi. Je pense que tu proposes déjà aussi beaucoup de techniques pour relâcher. Ouais, les yeux, j'adore. Et puis ça s'explique très bien parce que quand on est en sympathique, et souvent on est en sympathique finalement quand il y a de l'anxiété, notre vision, elle se rétrécit. Ouais. Et donc d'amener ce mouvement et cette vision beaucoup plus large, en fait, ça envoie un signal de sécurité au système nerveux qui est hyper intéressant. Donc, ouais, je me souviens, quand j'ai fait ma formation de yoga à Mumbai, il y avait cette méditation, la Trataka, la bougie qui nous faisait faire. Ouais. Et j'ai adoré, moi, cet exercice-là. Vraiment, parce que je trouve que ça te permet... c'était un moment où c'était pas super facile pour moi de méditer, où l'anxiété, elle atteignait quand même des pics assez, il y a 3 ans, assez, voilà, quand même élevés. Mais cette méditation à la bougie, c'était très... tu vois, tu parlais émotion, pensée, c'était très émotionnel pour moi. À chaque fois, presque, je pleurais, tu vois, dans cette méditation à la bougie, je sais pas pourquoi. Mais ça me permettait de me concentrer sur quelque chose, sur la flamme. Où il y avait ce mouvement très, très léger de la flamme, donc quand même... Et ouais, c'était hyper bénéfique pour moi, en tout cas. Donc, tu veux peut-être juste en dire 2 mots? Comment est-ce que les personnes, elles peuvent faire ça? On doit mettre la bougie à la hauteur des yeux, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Oui, ouais. Et après, alors, donc ça, c'est Trataka, c'est excellent. Et ça peut être fait même tous les jours, c'est vraiment formidable. Et après, l'exercice des yeux, c'est plutôt de gauche à droite, par exemple. Ça va travailler davantage sur les traumas. Gauche à droite, haut, bas. On peut trouver aussi du yoga des yeux et rester un peu plus longtemps à gauche, un peu plus longtemps à droite, se reposer ensuite, etc. Ouais, il y a pas mal de choses à faire. Il y a des belles choses à faire. L'idée, c'est surtout de s'y tenir, en fait. Et tu as peut-être vu que Trataka, si tu le faisais tous les jours, il commençait à y avoir un effet sur l'anxiété. Tu as peut-être observé ça? Oui, oui, complètement. Bah, c'est cette fameuse régularité, mais c'est dur, cette régularité, parce que quand il y a eu trauma aussi, en fait, ce qu'on apprend, et ça c'est super intéressant, c'est que on apprend à trahir en permanence ses besoins. Parce que l'enfant, il protège le lien d'attachement. Donc il dit, ok, si mes besoins, ils sont dangereux, entre guillemets, ou que mes besoins à un moment compromettent le lien d'attachement avec papa, avec maman, je choisis le lien d'attachement. L'enfant jeune, il fait ça.
Et donc, ce qu'on dit, c'est que ce fameux trauma développemental, hein, on apprend finalement à trahir nos besoins en permanence. Et du coup, eh ben, ça devient notre mode de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont énormément de mal, et moi je l'ai vu avec moi aussi, à juste tenir ces routines en fait. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'arrive vraiment, et avec le yoga par exemple, avec la méditation, ça a vraiment été ça de dire, ok, bon, allez, je sais pas, les 3 prochaines semaines, je vais commencer vraiment petit. Et puis, je vais voir ce que mon cerveau, il m'offre comme pensée pour m'inviter à ne pas le faire, à me dire que c'est inutile, que c'est pas nécessaire, qu'on le fera demain, etc. Et voir, voilà, est-ce que je peux quand même me mettre en action et qui je deviens dans le processus, en fait. Parce que pour moi, et c'est super puissant, ça, en Ayurveda, cette force de la routine, ça va au-delà de juste la routine, en fait. C'est qui je deviens quand je commence à tenir mes promesses envers moi-même. C'est énorme, ça. C'est apprendre à se célébrer, enfin, il y a plein de choses qui viennent avec aussi. Exactement. Ça me fait penser à un principe en Ayurveda en fait qui dit que le corps trouve son homéostasie dans cette routine. Au plus on donne de la routine au corps, au plus on trouve en fait la capacité de guérison, de résilience. Et pour l'esprit, c'est l'inverse. Quand on sort de notre zone de confort, en quelque sorte, on grandit, on s'épanouit, on évolue, etc. Donc trouver cette routine, finalement, c'est donner la zone de confort au corps pour qu'il s'épanouisse et il trouve son homéostasie. Et ça passe, c'est sûr, par la conscientisation de tous les évitements qu'on peut avoir. Parce que finalement, c'est comme si on allait à contresens, en quelque sorte. Et ça me fait penser à... Quand tu imagines une boule en mouvement, une sphère en mouvement, en fait, au plus elle va à l'extérieur, au plus tu es attiré vers l'extérieur. Et imagine cette force qu'il te faut, en fait, pour revenir au centre, pour revenir à l'équilibre. C'est énorme. Donc finalement, trouver cette routine alors que tu es déjà bien à l'extérieur de la sphère, c'est aller à contre-courant. Donc ça demande voilà un pacte en quelque sorte avec soi-même et puis d'y aller petit à petit aussi. Et puis d'être très conscient aussi que je crois qu'il y a 2 sphères en plus, c'est qu'il y a nos propres mécanismes et puis il y a aller à contre-courant de la société aussi. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, clairement, guérir, ça demande beaucoup, beaucoup d'être à contre-courant de la société, de dire non, non, moi je vais pas faire Netflix and chill le soir. Voilà, à partir de 18h, on n'a plus rien à me demander, etc., etc. Et c'est pas facile au début, ça. C'est ça, et ça veut dire que on valorise finalement notre état d'être. Et ça, on n'a pas l'habitude dans notre société, effectivement. C'est pour ça que la spiritualité n'est pas déconnectée de tout ça, en fait, et que dans l'Ayurveda, on met le yoga, la spiritualité, tout ça, c'est des frères et sœurs, en quelque sorte. Donc, honorer, si tu veux, notre état d'être et l'état de paix à l'intérieur de nous, c'est quelque chose, on n'a pas nécessairement l'habitude, on honore plus la réussite entre guillemets extérieure au travers de l'agitation, au travers du mouvement excessif en quelque sorte. En tout cas pour l'instant. Je prends quelques secondes de cet épisode pour t'annoncer que j'accueillerai 16 nouvelles personnes en coaching à partir de fin octobre. Si tu veux accomplir des choses, que tu as des projets ou que tu sens que tu as besoin de changements profonds dans ta vie, mais que tu as la sensation qu'une force invisible te retient, que tes efforts ne paient pas, peut-être que tu as déjà fait un bout de chemin toi-même, mais tu sens que tu butes sur des sujets qui reviennent tout le temps, que tu es anxieuse et que tout ça, ça te donne l'impression de fonctionner mais pas de vivre pleinement, alors ce programme est pour toi et je t'invite à rejoindre la liste d'attente. Je vais partager très bientôt tous les détails du programme et des super bonus aux personnes qui auront rejoint la liste. J'insiste sur le point de la liste d'attente parce que j'ai beaucoup de demandes et j'enverrai les infos vraiment qu'aux personnes qui sont sur la liste. Je me réjouis immensément de pouvoir t'accompagner et on retourne à notre sujet du jour. On a parlé de l'état d'être et de l'état de faire. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on est dans une société aujourd'hui qui valorise beaucoup plus le faire et qu'est-ce que t'as fait. Et puis en anglais, il y a même cette expression « How are you busy ?» C'est genre le truc bien à dire. Je suis occupée, c'est génial. Comment ça peut faire peur de revenir à son état d'être? Ça peut faire peur de se dire « Mais en fait, est-ce que je sais vraiment qui je suis ?» Ou d'aller voir des parties de moi que j'ai pas tellement envie de voir. Qu'est-ce que... L'Ayurveda, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, de revenir à soi, revenir à qui je suis, voir que je fais partie de la nature. Qu'est-ce que toi tu peux partager sur cet état d'être, justement? Finalement, c'est comme un océan, on a le choix en fait dans cet état d'être d'y contacter, de juste y mettre les pieds,
ou d'aller plus loin, de plonger, d'aller voir les poissons, etc., de vraiment naviguer davantage dans cet océan. Donc on n'est pas obligé d'aller à 100%, méditer à fond, etc. Et puis d'ailleurs, ce serait revenir dans le faire en fin de compte. Mais il y a quelque chose à rencontrer, enfin, en tout cas, il y a une substance à rencontrer. C'est rien d'autre que de l'amour, finalement, on est fait de ça. Et dans cette société, comme tu dis, ça change énormément. Il y a de plus en plus de personnes qui sortent justement de ce courant et qui se rencontrent à nouveau, qui reviennent dans la nature, etc., qui changent de métier, qui finalement se rendent compte que c'est pas ça. Et donc c'est pour ça que je te disais, c'est pas couper de la spiritualité finalement. Donc on a plusieurs niveaux dans notre existence. On a des niveaux beaucoup plus spirituels, en quelque sorte, des niveaux d'être, au-delà du corps. Et effectivement, ça demande de venir contacter ces niveaux-là, de sortir du mental, en quelque sorte, de sortir de prendre trop soin, finalement, du mental et de l'intellect, et de prendre davantage soin du soi, de le mettre davantage en priorité dans notre journée. Donc ça veut dire le moment, s'accorder un vrai moment le matin et le mettre en priorité. Donc aujourd'hui, peu importe le travail que j'ai, on peut avoir beaucoup de responsabilités, mais ça n'empêche pas ce moment que je garde avec moi-même. Et à force de le cultiver, finalement, on se rend compte que... Et d'ailleurs, le système nerveux relâche, finalement, parce qu'on se rend compte qu'on est nous-mêmes à la maison, et que l'extérieur, on joue à l'extérieur en quelque sorte, mais qu'il y a quelque chose de stable en nous, qui ne bouge pas. Et c'est l'être. Donc quand je te disais, on a plusieurs niveaux dans notre existence, on a le corps, la respiration, le mental, l'intellect, la mémoire, l'ego et le soi. Et donc, dans la méditation, ou dans même les pratiques de yoga, de respiration, on vient contacter ces couches les plus subtiles de notre être. On dépasse le mental, on dépasse l'intellect, etc. C'est pour ça qu'au début, on peut avoir énormément de pensées, énormément d'agitation, etc. Parce qu'on rentre de façon plus subtile, en fait, dans les couches intérieures. Et donc ça, c'est une habitude, et c'est à contre-courant, mais de moins en moins. Parce qu'on a pris conscience des dégâts, en fait, tout simplement, de certaines mauvaises habitudes, quoi. Je me souviens que j'avais vu une image du chakra racine, je me souviens c'était une maison rouge. Ça m'avait marqué cette image de je suis à la maison en moi. Et je sais, c'est rigolo, quand j'étais à Mumbai, j'avais été voir une docteure en Ayurveda et je lui avais dit j'ai l'impression que je suis jamais chez moi en fait. Et puis c'est parce que et j'ai toujours eu cette impression et j'étais toujours en appartement, en location, et j'investissais jamais en fait l'endroit parce que je me disais toujours non, un jour je vais acheter une maison qui soit à moi, voilà ce que j'ai imaginé pour moi-même. Et puis c'était toujours du en attendant en fait, toujours du en attendant. Et puis elle me regarde et elle me dit mais est-ce que vous avez vraiment besoin d'une maison? Est-ce que la maison, elle n'est pas à l'intérieur? Et là, je me suis décomposée. Je me souviens encore. Je me suis vraiment décomposée parce que, en fait, je me suis vraiment rendu compte que je cherchais toujours à l'extérieur. Et pourtant, j'avais commencé vraiment ce chemin de guérison à travailler sur moi et tout. Mais cette idée de je suis à la maison à l'intérieur de moi, c'est tellement, tellement puissant. Et en même temps, on a besoin de cette routine et de l'extérieur parce que moi, je voyais bien que je voyageais beaucoup à cette époque-là et ça me déstabilisait beaucoup en même temps. Et j'avais du mal à me dire, je suis à la maison à l'intérieur de moi. C'était assez difficile. Donc, c'est en même temps cet intérieur-extérieur. Hein. C'est nos routines et investir notre extérieur, c'est important aussi. C'est ça. Et c'est la même symbolique que cette sphère en mouvement, finalement. Quand on cherche à l'extérieur, qu'on a toujours les sens mobilisés, qu'on est tout le temps en train de chercher notre bonheur à l'extérieur, finalement. Et ça devient une habitude. C'est ça aussi le symptôme de l'anxiété, c'est qu'il peut y avoir une sorte d'évitement de rester à l'intérieur parce qu'on a des émotions négatives, qu'on a des choses qui sont logées dans notre système, et qu'au lieu de conscientiser, finalement, on évite pour aller chercher ce bonheur à l'extérieur. Et finalement, la guérison, c'est le chemin inverse, de ralentir, de retrouver le chemin du centre de la sphère, et du coup de conscientiser ces émotions. Et ce qui peut faire peur, justement, c'est de les vivre alors qu'elles sont censées nous traverser. Et ça, c'est assez inévitable. Oui, je suis d'accord, dans la guérison, c'est assez inévitable. Et c'est difficile, encore une fois, dans le monde où on vit, parce que
finalement, c'est ce qu'on essaie tout le temps de nous faire croire. Quand tu auras acheté C'est ce ça. truc-là, tu seras plus heureux. Quand tu auras perdu les 5 kilos, tu seras plus heureuse. Il y a toujours un peu ce... Même s'il n'est pas direct, c'est toujours le message, en fait, qu'on nous fait passer en permanence, en permanence. Donc là encore, c'est d'aller à contre-courant. C'est ça. De l'autre côté de l'anxiété, il y a la liberté, pour moi, plus de calme, plus de courage, plus de créativité, la liberté. Pour toi, du coup, voilà, revenir à cet état d'être, je pense que c'est là où il y a plus de liberté. C'est quoi être libre pour toi? Comment est-ce que tu vis cette liberté, toi, dans ton quotidien? Et est-ce que, justement, la routine, elle t'apporte cette liberté, elle n'est pas enfermante, au contraire, elle t'apporte la liberté? Comment est-ce que tu vis ça, toi? C'est super précieux ce que tu dis. Parce qu'on en parle justement très peu de cette routine, de cette discipline qui ouvre à la liberté, justement. On a l'impression que ça nous enferme. Et ça, c'est aussi l'idée que l'extérieur va nous apporter beaucoup plus de liberté ou du bonheur. Et c'est toujours une question de chercher le bonheur, finalement. Donc on se dit que faire beaucoup de voyages, faire ci, faire ça, avoir beaucoup d'activités, ce travail, changer ci, changer ça, ça va nous apporter ce bonheur et donc ultimement cette liberté. Mais finalement, plus on revient à l'intérieur de cette sphère, et ça c'est ce que chaque individu fera tôt ou tard, on se rend compte que ce bonheur, il est issu, c'est nous qui le créons en fait. Et même quand on vit une expérience extérieure, c'est nous qui fabriquons le bonheur. Quand on échange avec quelqu'un et qu'on est heureux, c'est aussi nous qui fabriquons ça. Donc finalement, la liberté, elle ne dépend pas d'un lieu, elle ne dépend pas euh, de ce qu'on vit. C'est nous qui la créons. Et donc tu disais comment moi je la vois, je la lie toujours à la discipline. Parce qu'on n'est pas dans des sociétés qui sont dans la nature et isolées et nourries en quelque sorte. On est plutôt des sociétés qui prennent énormément d'énergie. Et on vivrait vraiment isolé dans la nature ou plutôt dans un climat qui est nourrissant en quelque sorte. Ce serait plus facile de retrouver cet état d'être. Mais là, il se cultive, notamment dans les villes et dans notre travail. En fait, ça ne veut pas dire, quand on trouve cette discipline, ça ne veut pas dire qu'on se coupe du monde, bien au contraire. L'activité, elle continue d'avoir de l'importance et on continue de travailler, d'avoir nos responsabilités, voire plus même, parce que finalement, au plus on est centré en quelque sorte, au plus notre intellect est aiguisé et au plus on prend de meilleures décisions finalement. Donc, c'est plutôt le socle en fait qui fait que je joue dans le monde, mais sans être attachée au monde. C'est un peu l'idée. Ouais, c'est magnifique ça. C'est ce qui permet ça en tout cas. Ouais, parce que j'ai des fondations solides et que j'ai vraiment la maison en moi et je pense que les gens, ils le sentent aussi. Voilà. Les personnes autour de nous, elles sentent quand on a la maison en nous finalement. Exactement. Ça inspire, ça donne envie et puis ça nous-mêmes, ça nourrit cette solidité, cet ancrage. Ouais, et c'est rigolo parce qu'au niveau du système nerveux, on parle vraiment de cette co-régulation Oui, qui est pas juste du soutien en fait, qui est vraiment un processus physiologique dans lequel je peux... Mon système nerveux, c'est inconscient, hein, mais lui, il capte en fait la sécurité d'un autre système nerveux ou plutôt le danger dans un autre système bah, nerveux bien et sûr. on sent quand on arrive en présence de quelqu'un et d'un coup, on peut se déposer en fait parce que cette Exactement. personne-là, elle est à la maison. Exactement. Et c'est un peu aussi l'illusion qu'on peut cultiver que quand on a des jolis mots et quand on a voilà, une cravate, etc., on est sécure. Mais finalement, non, pas du tout. On est très conscient, chacun d'entre nous, des pensées, des émotions que l'autre irradie en fin de compte. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça que nous permet cette discipline, en fait. C'est de cultiver ce terrain intérieur. Le terrain extérieur, il est le reflet, en fin de compte. Mais on a pris l'habitude d'utiliser des masques et d'avoir voilà, des beaux discours et de croire que ça va marcher. En oubliant que non, les pensées qui sont derrière, si on a un joli sourire et que derrière on est très en colère, l'autre va le ressentir forcément. Et l'anxiété, pareil. Ouais, et je pense que c'est là où est déjà le pouvoir guérisseur, rien que par exemple d'aller voir un thérapeute, c'est juste de ressentir ça en fait. Je peux me déposer et la personne elle est safe. Mais C'est ça. mm, Et ça effectivement. vient de nous, dans tous les cas, quelle que soit la guérison, même si on prend des plantes, même si on fait une routine, etc. C'est nous qui retrouvons le chemin, en fait. La plante, par exemple, bien sûr, il y a forcément des plantes qui aident pour l'anxiété. Et, et dans ce cas-là, ce qu'elle va faire, c'est comme l'homéopathie, je ne sais pas si tu connais le principe, en fait, ça rappelle euh,
la vibration de guérison à l'intérieur de nous. Donc c'est toujours des rappels en fait. À l'intérieur de nous, on a tout. On a la connaissance, on a la compréhension, on a les clés, on a les chemins qu'il faut traverser, etc. Et donc tout ce que ça fait, que ce soit une personne, une plante, etc., c'est nous rappeler comment on retrouve le chemin en fait de nous-mêmes au plus proche de l'amour finalement. Mais c'est pour ça que ça peut être intéressant d'y lier aussi de l'intention, par exemple. Si je prends une plante, de demander à la plante, par exemple, de trouver son chemin à l'intérieur de moi et voilà, de déployer son pouvoir de guérison à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que on peut... Est-ce que tu peux nous donner quelques plantes en Ayurveda avec lesquelles on travaille? Alors, pas pour que les personnes, elles s'automédiquent ou j'en sais rien, mais voilà, quelques noms. Tu utilises les adaptogènes, l'ashwagandha, ce genre de choses? On entend souvent parler. Oui. C'est délicat de prescrire des plantes parce que l'ashwagandha, effectivement, en fait, ce qui est délicat, c'est pas le problème, c'est pas la plante, c'est notre fonctionnement. C'est-à-dire que comme on a encore les restes de ok, alors j'ai ce problème, il faut que je prenne cette plante. Alors, des trucs symptomatiques, on va chercher la même chose avec l'ayurveda, mais ça marche pas comme ça. Ça veut dire que l'ashwagandha, c'est assez lourd à digérer. Et du coup, ça va pas forcément convenir à tous les vatas qui ont souvent un système digestif qui est plutôt faible. Ça va pas non plus convenir à toutes les saisons, parce que dans les saisons, il y a aussi des rythmes et des climats, etc. Et du coup, des doshas différents. Donc l'ashwagandha, on en voit de plus en plus. J'en ai vu la dernière fois dans des magasins, dans des supermarchés. Et c'est pas nécessairement une bonne idée. En Ayurveda, en plus, on a souvent cette idée que les plantes se complémentent en fait. On donne généralement pas une seule plante. Parce que finalement, elle pourrait déséquilibrer davantage le système, que c'est un peu plus complexe que ça. Donc oui, l'ashwagandha, ça va travailler sur ce système nerveux, mais ça va alourdir aussi à un certain niveau. Donc c'est pas pour tout le monde. Il y a Brahmi aussi qui peut aider, surtout les enfants quand ils ont besoin de renforcer la mémoire, etc. Il y a plusieurs plantes, mais c'est bien de quand même voir un thérapeute, un praticien en Ayurveda pour travailler à tous les niveaux en fait, parce que c'est pas juste symptomatique. Comme je te disais, quand on a de l'anxiété, c'est tout terrain quoi. Il y a aussi le trauma à conscientiser, il y a aussi voilà, la source finalement, parce que même si en Ayurveda on fait le meilleur protocole, on mange bien pour Vata, on va avoir une super hygiène de vie, etc. Finalement, si on n'a pas conscientisé les émotions qui sont très agitées à la racine, bah, dès qu'on va arrêter de manger un tel aliment, tout à coup, l'anxiété elle n'est pas résolue finalement. Donc, c'est important aussi de travailler à ce niveau, à la racine. Donc, finalement, ce que tu nous dis, c'est on doit travailler sur tout cet aspect mode de vie, travailler à être OK devenir confortable avec le fait de traverser ses émotions. Et aimer ça, c'est ça, parce que c'est important de sortir de cette idée qu'il faut justement travailler, ça peut avoir plusieurs sens, mais qu'il faut faire en quelque sorte. Ok, j'ai ça, alors je vais faire ça, et puis après je serai libérée. Mais le schéma, il continue d'être là. Donc c'est plus davantage s'aimer, en fait, davantage s'honorer, davantage prendre soin de soi, et voir que de là, je me sens plus libre. Et de cet espace, finalement, il y a plein de choses qui s'ouvrent, et ma conscience qui s'ouvre, etc. Et en yoga, il y a peut-être que tu connais ce mot, tapas. C'est un peu la discipline, en fin de compte. Mais ça nous accompagne dans tout ça. C'est-à-dire que finalement, quand on a un état qu'on conscientise, une émotion qu'on conscientise, un trauma, etc., finalement, mais c'est une liberté énorme qui nous attend derrière. Donc c'est un peu... on est dans une société de plaisir à court terme, en quelque sorte. Mais finalement, l'idée, c'est d'honorer le bonheur à long terme. Et ça demande de passer par des zones de tapas, en quelque sorte. C'est-à-dire d'endurance, de se confronter à ce qui n'est pas nécessairement confortable. Mais parce qu'il y a du bonheur au long terme après, en fait. Ouais. Donc c'est un parcours d'amour plus qu'un travail, finalement. Mais qui nous demande de passer par des zones qui sont inconfortables et vraiment prendre conscience que c'est inévitable, ces zones inconfortables, parce qu'elles étaient là déjà avant, mais que plus inconfortable que ça, c'est de cultiver l'état dans lequel on est, d'être à l'extérieur de nous-mêmes et de courir tout le temps, en fait.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Moi, ça m'a toujours tiqué cette expression aussi de zone de confort. Tu sais, on dit, oh, tu restes Ouais, dans ta zone de confort. Mais en fait, je pense que si tu essayes de changer et que tu es là en train de, voilà, peut-être écouter de podcasts, chercher des informations et tout, c'est qu'elle est pas très confortable, cette zone. C'est plutôt une zone de connu, mais c'est pas une zone de confort. Je vois pas comment l'anxiété, ça peut être une zone de confort. Alors, oui, il va y avoir de l'inconfort dans la guérison, mais je pense aussi, et c'est super beau ce que tu dis que c'est un parcours d'amour, parce que souvent, je pense qu'on peut avoir cette vision de choses, de ah, ça va être dur, tu sais, parce qu'on le prend avec le mm, muscle, avec la force, on y va un peu dans une lutte, alors que ça n'a pas besoin d'être ça. Et, et, et même, moi, j'adore Peter Levine, qui est un grand auteur sur le trauma, qui ah parle oui, de deux vortex, tu sais, le vortex du bien traumatisme et sûr. le vortex de guérison, puis que de plus en plus, en fait, le vortex de guérison, il prend de plus en plus d'énergie, tu vois, puis il y a un vortex qui devient plus petit, qui est celui du trauma, puis le Génial. vortex de guérison qui s'agrandit, et donc ça peut se faire dans l'inconfort, mais ça peut se faire aussi dans la douceur. Et je pense que ça, c'est important et que ça encourage à y aller, en fait, à se mettre en chemin. Exactement. Exactement. Oui, il est magnifique, Peter Levine. Et c'est exactement, c'est le principe de guérison, même quand on donne une plante ou un régime euh, ou, ou une méthode de yoga, etc. Voilà, tout ça, ça va être ces deux vortex finalement qui sont le rappel de qui on est et qui on est qui prend plus de place finalement. Et tout ça, ça se fait pas dans l'inconfort, c'est on a vraiment aussi c'est qu'on veut fuir finalement. On continue de perpétuer ce schéma de, de chercher à l'extérieur, de croire en fait, de se bercer de l'illusion que l'extérieur va continuer de nous nourrir, va continuer de nous apporter du plaisir ou du bonheur. Et finalement, si on est lucide, ce bonheur, il est toujours limité. Le bonheur illimité, finalement, l'amour illimité, il est à l'intérieur de nous. On aura beau courir après des relations, après des plaisirs, de la nourriture ou autre chose. Tout ça, ça va être limité, toujours. Donc c'est aussi sortir, c'est prendre la décision de se dire, ok, il y a une source à l'intérieur de moi qui est vaste, qui ne change pas, sur laquelle je peux compter, et qui est ma propre sécurité, mon propre ancrage dans l'amour, en fait. Et ça, je peux pas le trouver à l'extérieur. L'extérieur peut être un miroir de ce que je suis, et ça m'empêche pas d'aller à l'extérieur, mais je vais à l'extérieur à partir de mon centre, en fait, à partir de qui je suis. Et là, les relations changent aussi, du coup, avec Mmh. notre travail, avec les gens, etc. Ouais, complètement. Une petite question, moi j'adore l'entrepreneuriat et je pense que c'est un vrai chemin de développement personnel. Tu parlais de travail à l'instant. Et l'entrepreneuriat, je l'entends vraiment au sens large, que ce soit des projets professionnels comme voilà, toi et moi, c'est notre activité à temps plein, etc. Mais aussi des projets personnels. Je sais pas moi. Je disais dans l'épisode avec Lucille, moi j'habite en Slovénie et c'est super intéressant parce qu'ici il y a beaucoup de personnes qui ont des projets à côté du travail parce que les personnes sortent plus tôt du travail et donc voilà, il y en a un qui fait du vin, il y en a un qui enfin voilà, chacun a un peu ses petits projets comme ça à côté, donc il y a vraiment cet esprit entrepreneurial et je trouve ça hyper fascinant. Comment ça s'est passé toi ton aventure entrepreneuriale? Est-ce que tu avais des peurs? Comment voilà, tu as évolué un petit peu sur le chemin? C'est quoi tes prochaines étapes? Est-ce que ça t'a donné cette liberté justement? Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu de plus du point de vue entrepreneurial? Euh, donc, comme je te disais, j'ai été malade il y a 11 ans. Donc, l'idée de tout ce que je développe aujourd'hui, finalement, ça a toujours été là. Mais, mais j'avais quelques freins, en fait, j'osais pas, tout simplement, Mhm. j'osais pas y aller. Et donc, ça a été assez radical. J'ai eu une maladie tropicale assez importante, assez impactante en tout cas. Et du coup, j'ai dû m'arrêter, j'ai été forcée de m'arrêter, 6 de tension. Donc, finalement, je me suis orientée naturellement. Donc tout ça, c'est venu naturellement. J'ai commencé par enseigner des pratiques de respiration. J'avais un centre de yoga. J'ai travaillé pour une organisation. Euh, j'ai passé beaucoup de temps en Inde, etc. J'ai pas un parcours qui est très. J'ai jamais pu, dans tous les cas, avoir un parcours d'entreprise un peu carré, de rentrer dans ce système. Ça m'aurait fait plus de mal que de bien. Et du coup, je me suis un peu laissée guider finalement. Ayurveda et spiritualité, c'est né quand j'étais en Inde, quand j'habitais là-bas. Et comme je te disais au début, j'accompagnais des gens. Je me suis dit que j'allais les faire venir en Inde pour vivre cette expérience que je vivais là-bas, dans l'ashram. Et puis, et puis au fur et à mesure, ça s'est développé. Donc finalement, j'ai pas l'impression j'ai jamais eu un plan en fait.
mais j'ai des enthousiasmes, des envies. Et je me laisse guider comme ça. Donc j'ai très rarement des plans sur au-delà d'un mois. c'est très très rare. Ces choses-là, elles se développent assez naturellement. Je pense pas que ça marche, en tout cas dans ma façon de fonctionner. Il y a des gens qui ont besoin de beaucoup plus de plans, et c'est tout à fait OK. On fonctionne tous différemment. Mais moi, j'ai besoin de sentir avant, en fait, d'avoir les sensations avant de pouvoir construire quoi que ce soit. Et donc, je me laisse un peu guider. Donc, il y a certainement cette structure quelque part, mais en tout cas, elle vient pas au début pour moi. Voilà. Ouais, c'est super intéressant. Moi, je suis un peu l'inverse. Oui, ouais, on fonctionne tous différemment. Ouais. C'est très intéressant ça. Ouais, moi, au contraire, mes débuts, ils étaient plus difficiles parce que j'avais beaucoup de mal à me projeter, même quand on me disait me projeter à 3 mois. Oh, parce que c'était pas clair, les choses étaient pas claires. Et je pense que, mais par contre, ça rejoint ce que tu disais, c'est que je les sentais pas encore. Et du coup, il y avait pas de clarté. Et du coup, j'avais du mal à me projeter. Et donc, ça avançait. Enfin, c'était très dispersé. C'était très vata, n'importe quoi au début. Ouais. Et puis après, c'est venu voilà, aussi avec... je pense quand on trouve ce qui est sien aussi et qu'on fait... C'était faire mienne, en fait, toutes les notions, tu vois, et de dire, OK, qu'est-ce que moi je veux faire et c'est quoi mon message. Je pense que ça, c'est très important. C'est la base, en fait. On est, finalement, le travail, c'est juste l'expression de qui on est, de toutes les couleurs qu'on a déjà à l'intérieur de nous, parce que finalement, on peut y croire ou pas, on n'est pas juste de cette vie, on a aussi d'autres incarnations, on était là bien avant, et on a des couleurs du coup qui sont quand même déjà là, on a des appétences, ou on a des... C'est pour ça que il y a quand même pas mal de gens qui se questionnent sur des reconversions ou ce genre de choses. Finalement, la base, c'est qu'est-ce qu'on aime, qui on est. Et à partir de là, les choses se déroulent finalement. C'est pas qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut gagner notre vie, etc. C'est ça. Je trouve que ça nous freine énormément de penser de cette manière. Et on terminera peut-être là-dessus. Pour quelqu'un qui a justement ses peurs, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi et c'est pour ça que c'est un vrai chemin de développement personnel, d'amour de soi, etc. Totalement. Parce que ça nous invite à lâcher peur après peur, couche après couche. Quelqu'un qui, voilà, est peut-être encore contracté, qui sent qu'il y a des peurs, qui dit j'y vais pas encore, parce qu'il y a aussi de l'anxiété, toutes ces peurs, etc. Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Alors on revient à la base, c'est-à-dire que s'il y a des peurs, s'il y a de l'anxiété, on ne cherche pas. C'est toujours cette illusion en fait qu'il faut faire, alors qu'à la base, ce qu'on fait, c'est le résultat de ce qu'on est. Donc si on ne travaille pas, si on reconnaît pas en fait, si on n'aime pas, si on n'accepte pas ces états-là dans lesquels on est, comment on veut avoir un résultat intéressant ? C'est toujours ça. Et finalement, le travail d'entrepreneur, comme tu disais, c'est un travail intérieur, parce que ça nous fait dépasser des émotions, des sensations qui sont plus ou moins agréables, et ça nous fait grandir intérieurement. Mais c'est à partir du moment où on grandit qu'on œuvre. C'est dans ce sens-là, finalement, pas dans l'autre. Et c'est comme ça que ça marche, en fait, généralement. La plupart du temps. C'est-à-dire qu'on commence à conscientiser quelque chose, donc on s'ancre davantage dans notre nature, et les choses se font, finalement. Plutôt que de vouloir faire. Il y a tellement on est quand même martelé depuis l'enfance dans cette illusion, donc ça demande quand même pas mal de temps de se reposer dans cet état d'être et de savoir que tout vient de là, et même les résultats, même au niveau du travail. Donc c'est vrai, quand on a beaucoup d'anxiété, qu'on se retrouve dans des états d'insécurité, la base, c'est déjà de retrouver cette sécurité. Et après, les choses vont pouvoir se dérouler. Mais continuer cette insécurité dans l'action, ça va forcément résonner avec... Ça va donner ce même résultat, finalement. Oui, parce que quand... moi j'en parle toujours au niveau du système nerveux, mais c'est exactement ça. Tant qu'on n'est pas dans notre énergie vagale ventrale, dans cette énergie de sécurité, il n'y a pas de résilience. Et il y aura des challenges dans l'entrepreneuriat, c'est sûr, mais après, c'est... Toujours. Voilà, toujours. Mais
si j'ai la résilience, et moi c'est ce que je dis tout le temps, ça veut pas dire que avoir la résilience, ça veut pas dire que d'un coup notre vie c'est que des arcs-en-ciel et des licornes, et c'est pas ce qu'on est en train de dire, mais par contre, j'ai la résilience, c'est parce que je suis à la maison, à l'intérieur, je peux faire face et me dire ok maintenant, c'est quoi la meilleure direction à prendre, comment je réponds et pas comment je réagis, et je commence à choisir ma réponse plutôt que d'être sans cesse en réaction. Donc ouais, C'est c'est... ça. Et du coup, de réaliser que le chemin entrepreneurial ou même voilà, le chemin de la vie, c'est un chemin de conscientisation, c'est un chemin qu'on fait pour nous. Si on regarde de façon plus large, finalement, elle est très courte, la vie. Elle est super courte. Et donc, si on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa vie, on oublie qu'à un moment donné, on va arriver à la date de péremption et que ce moment-là, il est bientôt, finalement, si on regarde de façon large. Donc, on n'est pas là pour travailler, on n'est pas là pour manger, on est là pour justement, on est sur un terrain d'évolution, on est là pour grandir, pour aimer, pour faire grandir cet amour à l'intérieur de nous et le donner. Et déjà se relaxer là-dedans, dans cette conscientisation qu'on est cet amour, en fait, on est ça. Et pas juste l'imaginer comme quelque chose de bisounours ou de pour les yogis ou pour les autres, en fait. Non, c'est la source de tout. Et on peut être dans cette source tout en étant dans l'action, tout en étant sur un chemin même en travaillant dans une entreprise, même en travaillant dans la finance, c'est complètement, euh, c'est pas l'un ou l'autre en fait. C'est à partir du centre que j'agis. Et c'est déjà là. Et c'est déjà là. Ouais. Magnifique. Est-ce qu'il y a des personnes, j'aime bien poser cette question, est-ce qu'il y a des personnes ou des ressources, ça peut être des livres, des podcasts, voilà, des personnes qui toi t'ont inspiré sur le chemin et où tu dirais à quelqu'un, ah, tiens, va lire ce livre ou va écouter telle chose, est-ce que tu as une ou deux ressources que tu aimerais bien partager avec les personnes qui nous écoutent? Ok, les gens me demandent souvent le livre, s'il y a un livre de référence en Ayurveda. Okay. J'en ai pas nécessairement, mais il y en a un qui est plutôt global et qui est intéressant, qui s'appelle Prakriti, du docteur Svoboda. Donc ça, c'est le livre en Ayurveda. Et après, en spiritualité, c'est des livres traditionnels, des livres sacrés que j'aime bien lire, des commentaires des livres sacrés. Et du coup, c'est un peu plus spécifique. S'il y en avait un qui me parle, que j'ai lu il y a longtemps, mais qui est vraiment magnifique, je crois que c'est L'Art du silence ou quelque chose comme ça, de Sri Sri Ravi Shankar. Si c'est pas L'Art du silence, il y a au moins le mot silence dedans. On va retrouver, on va le mettre dans les show notes de l'épisode, super. Génial. Merci infiniment Delphine pour tout voilà, tes partages, tes éclairages, c'était magnifique, moi j'ai beaucoup appris. J'espère que vous en apprendrez autant que moi. Merci infiniment. Merci à toi, Camille. Plein de bonheur et d'amour pour les prochaines étapes. Je sais que voilà, tu vas bientôt partir et aller engager une nouvelle étape dans ta vie. Donc plein d'amour et de bonheur pour ça. Merci infiniment et on se retrouve tous et toutes pour un autre épisode très vite de Pas de soucis.